Pour l'automne prochain, c'est quoi le DMP? C'est grosso modo sur votre carte vitale, vous avez l'ensemble de votre dossier médical si vous êtes volontaire pour qu'il soit dématérialisé sur votre carte vitale. Ça évite les actes redondants, ça permet de faire des économies et ça permet d'avoir une meilleure efficience. Autre exemple, et je finirai par là, sur les prescriptions. Les prescriptions. On va chez le médecin, on a des prescriptions qui sont manuelles. Le médecin, dans une écriture qui est illisible et totalement reconnaissable par personne, vous écrit les posologies des médicaments que vous devez prendre. Et après, charge au pharmacien de le décrypter. Et ben, le but du jeu, c'est de dématérialiser ces prescriptions pour faire en sorte qu'elles soient inscrites informatiquement sur votre carte vitale. Comme ça, quand vous allez chez le pharmacien, la posologie, elle est informatique. Et pour une raison simple, c'est qu'il y a des morts à cause de mauvaises interprétations. Pas que ce soit par des pharmaciens. Ouais. On a un petit doute, cela dit, vu déjà la difficulté pour les médecins de prendre la carte vitale et de la mettre dans leur sabot pour qu'ils en soient à faire leur prescription sur des Oui, mais enfin, aujourd'hui, ça reste marginal. Franchement, aujourd'hui, c'est marginal. Les médecins qui n'acceptent pas. L'expérience, en fait. C'est ça qui est. C'est comme la SNCF. Adélaïde, sur ce point. Oui, je pense que globalement, je connais moins bien le plan que Marc Landré, mais il y a une réflexion globale sur l'apport du numérique sur ces questions de santé, parce que c'est à la fois, on parlait de prévention, tout à l'heure on parlait de progrès, mais aussi le côté danger de tout mettre. Oui, mais les Français sont plutôt ouverts sur le sujet. Ils sont à la fois plutôt confiants. Il y a déjà toute une série de choses qu'ils font en matière de santé. Il y a un tiers des Français qui consultent déjà des sites internet. Et parmi ce tiers de Français, il y en a 4 sur 10 qui s'adressent déjà à leur médecin ou prennent rendez-vous par internet. Donc il y a toute une série de choses qu'on peut faire. Il y a aussi la question de l'automédication qui n'est pas non plus qui est risquée d'ailleurs. Il y a aussi l'amélioration de, par exemple, le maintien à domicile. Enfin, il y a toute une série de progrès qu'on peut faire en termes grâce au numérique qui permettront peut-être, on parlait de dépenser mieux. D'allouer les ressources différemment pour aller dans le sens de cette réforme globale. Il y a Sœur Bernadette à Lourdes, ça coûte 0. Oui, mais c'est plus aléatoire. C'est vrai que. Franchement. Bon, mais 0. Mais c'est spectaculaire. Et puis ça coûte rien. Qu'en pense Vincent Landon? C'est quand même efficace. Eh bien, écoutez, on terminera sur ce bon mot de Frédéric Sinclair. On va passer aux européennes, puisque c'est à partir d'aujourd'hui que les députés examinent le projet de loi sur le mode de scrutin pour ces élections qui sont en 2019 et qui prévoit donc une liste nationale unique, alors avec bien sûr un enjeu électoral et l'idée qu'il sera plus facile pour En Marche de mobiliser ainsi ses électeurs. Thomas Legrand, ça a un petit parfum de manip électorale. Bernard Accoyer, quand il était président par intérim des Républicains, a parlé de tripatouillage. Bien sûr, c'est une petite manip électorale, mais il se trouve que cette manip électorale est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas pourquoi il y aurait des grandes régions. Il y a un débat français sur l'Europe. J'aurais préféré qu'il y ait un débat européen sur l'Europe. Ce qui aurait été bien, c'est que ce qui a été envisagé, mais il n'y a que la France qui voulait, quelques pays en tout cas, on était minoritaires, c'est que comme il y aura 73 députés britanniques en moins, on pouvait récupérer 50 députés. Il y en a 23 qui permettaient de mieux fournir des pays qui étaient mal dotés en députés, mais on avait 50 députés qui étaient fournis par des listes transnationales. Ça aurait été bien. Parce que ça aurait imposé un débat public européen. Mais pour le moment, il s'est fait retoquer là-dessus. Il s'est fait retoquer là-dessus. Donc il va faire une liste nationale. Mais déjà sur la liste nationale française. Alors sur la liste française. nationale, évidemment, comme En Marche, ils ne sont pas du tout enracinés, implantés, ils n'ont pas de maire, ils n'ont pas de conseiller. C'est pour ça. Oui, bien sûr. C'est pour ça. Non, on est très. Mais, on a l'esprit mal placé. Parce que c'est une élection assez importante. Ça va être le premier test pour Emmanuel Macron. Elle arrive en 2019 et surtout elle va structurer un petit peu la vie politique puisque en fait En Marche a sa cohérence, et En Marche est assez européen, la France Insoumise a sa cohérence, ils sont souverainistes de gauche, le Front National avec l'euro à part quand même, ça c'est pas très cohérent, mais à sa cohérence parce que c'est une liste nationaliste, le PS et LR sont bien embêtés. LR on voit bien que Laurent Wauquiez penche un peu du côté plutôt des souverainistes. Vous vous souvenez Pasqua-Séguin, c'est plutôt Pasqua-Séguin que Giscard, que Sarkozy, vous voyez. Et donc là, ils ont une cohérence compliquée à trouver. S'il y a un débat national, ça va être plus compliqué pour les socialistes qui sont aussi qui se cherchent sur ces questions-là et pour les républicains qui se cherchent et qui vont se disputer en interne. Adélaïde, c'est encore loin 2019 pour les Français ou ils l'ont déjà en tête? C'est pas le sujet, c'est pas juste que c'est loin pour eux, c'est que l'Europe, c'est quelque chose qui est à la fois loin et près. On a vu effectivement pendant la campagne électorale la dernière que l'Europe a joué une place centrale avec cette espèce de...
L'euro au Front National. Et les débats. Oui, voilà, et avec notamment justement ce deuxième tour qui a vu s'affronter presque deux conceptions complètement extrémistes de l'Europe, et avec au milieu cette question du rôle de l'Europe, avec pour certains le sentiment que l'Europe ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer de protection. Pour d'autres, c'est l'Europe qui, au contraire, favorise certaines populations. Donc l'Europe, elle est centrale dans le quotidien des Français, et en même temps, il y a cette espèce de mise à distance parce qu'il y a une opacité sur le fonctionnement des institutions, sur les règles, sur comment s'articule le droit national par rapport au droit européen. Donc, quelque part, ils ont du mal à s'intéresser à ce sujet. On voit bien d'ailleurs que les chiffres de l'abstention des précédentes élections européennes sont très parlantes. On est à plus de 50% pour chacune des élections. Donc, on a quand même une mise à distance de la question européenne, mais qui peut-être, parce qu'elle a été centrale en 2017, va permettre de réactiver. Oui, je suis assez sceptique aussi, mais je dis peut-être. Déjà, sur l'idée d'une circonscription unique. Le problème, à mon avis, devrait se poser à ceux qui tiennent à maintenir une multiplicité de 8. On le rappelle, il y a 8, oui, pour le moment, c'était un découpage en 8 régions. Oui. Voilà. Circonscription. C'est ça, donc ce découpage ne correspond à rien. Et puis ensuite, si réellement on avait un pays fédéral qui a ces régions qui ont vocation à être représentées, ça aurait un sens. C'est-à-dire que dans chaque région, on se dirait, mon député européen va représenter la région au sein du Parlement européen, et donc quelque part, on a quelque chose à y gagner. Là, ce n'est pas le cas. Donc fondamentalement, il n'y a pas ni de lien avec le député européen, parce que finalement, on n'aime pas l'Europe, et le député européen, souvent, on ne le connaît pas dans la population. Oui, et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que Laurent Wauquiez et LR parlent beaucoup de l'Europe des nations, l'Europe des pays, plus qu'une Europe fédérale, évidemment. Et là, ils voudraient ces grandes régions qui ne correspondent à rien. Donc, on voit bien la manip macronienne, on la comprend bien, mais elle est difficile. Elle est difficile à paraître. Je reviens à ce que vous disiez, Frédéric Saclère, et on va voir Jacqueline Gouraud, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, disait, par rapport à l'ancien découpage, celui de 2004 en 8 régions, ce découpage sans cohérence historique, politique ou administrative a contribué à brouiller le débat entre enjeux européens, enjeux nationaux et enjeux locaux. Oui, puis en plus, on leur dit quoi localement ? La justification officielle de... C'est ça, mais on leur dit quoi localement aux électeurs ? Enfin, je veux dire, on a un vrai problème déjà de cohérence. Ça a été noté par Thomas Legrand pour certains partis d'arriver à donner un message qui soit unique et à peu près cohérent pour les électeurs. Mais alors, si en plus de ça, on commence à faire le distinguo entre chaque région... Ils seront députés français, ils ne seront pas des députés du Sud-Ouest, ils seront députés français à la fin. Donc, Marc Landré, vous allez être aussi bavard sur les listes européennes que sur la médecine ? Non, beaucoup moins. Vous avez certainement un avis. On a eu des listes nationales il y a très longtemps. On va peut-être sans doute revenir à une liste nationale. C'est vrai que je pense que les Français voient ça comme un tripatouillage électoraliste d'opportunité. Sarkozy l'avait fait en 2004, quand il était ministre de l'Intérieur. Mais ça peut revenir en boomerang quand même, le côté... Bon, vous ne la faites pas ? Je ne pense pas, parce que les arguments pour défendre les listes régionales sont tout le monde s'en fout en plus. Tout le monde s'en fout, le Français s'en fout. Oui. Faites ça en province, allez dans les dîners en ville ou dans les dîners de famille, tout le monde s'en fout qu'il y ait une seule liste ou 8 listes. Hein. Franchement, c'est loin des préoccupations. C'est loin, surtout pour 2019. Vous êtes pour le moment 55% à dire qu'il ne faut pas une liste nationale. Vos réponses à notre question Twitter, donc 55% à estimer que ce n'est pas une bonne idée. Après, l'argument, ça peut être aussi de dire on ne va pas ancrer Emmanuel Macron dans de l'artifice. C'est-à-dire qu'on ne veut pas lui donner, lui faciliter le travail, veut dire qu'il soit à l'œuvre, qu'il ne commence pas à tripatouiller justement, de manière à ce qu'on voit réellement ce qu'il vaut, et puis qu'on le juge. Mais qui défend cette... Les Français qui s'opposent. J'ai du mal à comprendre la psychologie du Français qui dit non, restons sur des listes régionales. Oui. Un des moyens, c'est d'acter la critique de Bernard Accoyer, de dire c'est du tripatouillage, et donc on va faire en sorte qu'Emmanuel Macron, reste un peu loin. C'est compliqué à défendre quand même. Hein. Même en faisant des efforts, on n'y arrive pas. Non, mais ce qu'aiment pas les Français non plus, c'est qu'on change les règles, systématiquement. Oui, c'est vrai. Nous avons le droitiste qui fait une remarque sur ce que vous disiez, Thomas, en précisant que Philippe Séguin n'était pas anti-européen, mais contre le traité de Maastricht. C'est vrai, non mais personne n'est anti-européen. Je ne devrais pas dire anti-européen pour ceux qui s'opposent à
à la façon dont l'Europe est construite. Même Marine Le Pen, d'ailleurs, ne se dit pas anti-européenne. Elle n'est pas anti-européenne, elle est pour l'Europe des nations. Jean-Luc Mélenchon n'est pas anti-européen, il est pour une Europe des peuples, une Europe sociale. Et on a un peu tendance, en tout cas ceux qui sont pour une construction européenne, une intégration européenne, à imaginer que c'est ça être... Il faut définir, le droitiste a raison, il faut définir... Thomas Legrand le dit, il est 17h39. de quelle Europe il s'agit, effectivement. Adélaïde. Je crois que c'est d'autant plus difficile d'attaquer la logique, de parler seulement de tripatouillage, que si je ne m'abuse, ce serait un retour à la pratique oui, d'une part, et puis en plus, en fait, c'est plutôt la pratique la plus répandue en Europe, à part quelques pays dont l'Italie, la Pologne, la Belgique. Qui sont organisés en région. Oui, voilà. Le reste, c'est de son élite nationale, donc du coup, ça va dans le sens d'une harmonisation européenne. Et par ailleurs, encore une fois, Mm. puisqu'il y a un sujet pour les Français qui est la complexité, l'argument du gouvernement pourrait être de dire ici, on clarifie les choses, on est sur 8 régions qui n'ont aucun sens, donc on va sur quelque chose de beaucoup plus clair et simple, donc on va dans le sens un rapprochement des Français avec l'Europe en clarifiant un petit peu la situation. Donc je pense effectivement que je ne suis pas sûre que ça lui revienne comme un boomerang sur le mode tripatouillage électoral, d'autant plus que les Français sont plutôt indifférents, je suis d'accord. Ça lui reviendra si jamais il n'a pas de résultat économique, Oui. et que le pouvoir d'achat... Voilà, quel que soit le mode de scrutin, qu'il y ait 1 ou 8 régions, franchement... Oui. En revanche, si avec une liste nationale, ils se font étaler aux élections européennes, là, ça va être sévère. Là, la gifle va être 2 fois plus forte. Et effectivement... La tête de liste sera importante. Alors... Le choix de la tête de liste, si c'est une liste nationale, et là, ils y travaillent. Un pronostic de Cohn-Bendit à Alain Juppé. Ah non, alors, le pronostic en politique, alors ça, c'est fini. On peut vous dire que ça ne sera pas Nadine Morano. Ça, pour la liste République En Marche, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Vous prenez assez peu de risques, mais... je parle pour la République En Marche. Ni Madeleine, ni Robert Hue non plus. Pacté. Mais apparemment, c'est une question qui travaille déjà pas mal les états-majors. Sûrement. Et vous avez remarqué que, on a du mal à s'y intéresser quand même. À la tête de 2019. Alors, on fait des efforts parce que on a pris le métro, il neige, on est venu, et donc il faudrait qu'on. Voilà, vous voulez qu'on essaye de deviner qui sera la tête de liste. On ne va pas faire devinette, mais. Ceci dit, ça sera en tout cas, le droitiste vous remercie. Donc voilà, on échange de bons procédés. Ceci dit, ça va être un peu moins drôle parce qu'on avait, avec le système de 8 régions, on avait des migrations de têtes de liste qui passaient d'une région à une autre en fonction des opportunités. C'est ce qu'il fallait placer les copains à tel ou tel poste. Là, on n'aura plus ça. Maintenant, ça sera à l'intérieur d'une même liste qui bougeront de place, mais on n'aura plus de migration géographique. Je crois qu'on a été au bout, là, on a fait tous les efforts. Et vraiment, vous m'incitez à passer au 3e sujet qui, j'espère, va vous inspirer. Thomas Legrand, celui du service